Eh bien, peut-être que cette guerre d'Espagne est assez loin de nous maintenant pour que nous en ayons une vue à peu près sérieuse. Je dis bien à peu près, vous savez, parce qu'il y a encore des documents qui sortent. L'année dernière, quelqu'un qui est ici même m'a apporté un document nouveau dont je ferai état, et il est très possible que dans les années qui suivent, nous ayons encore de la documentation. Mais avec ce que nous savons aujourd'hui, voilà comment on peut présenter les choses. Eh bien, il y avait en 1922 un premier régime de force qui s'établit en Europe, c'est le régime mussolinien. Vous savez, c'était octobre 22. Et puis en 1933, vous avez le régime nazi qui s'établit au moment où Hitler devient chancelier, 1933. Le 6 février 1934, c'est la France qui est menacée de la même opération, puisque ce jour-là, une énorme opération se produit, place de la Concorde, avec avant tout les ligues, les fameuses ligues d'extrême droite, les deux premières étant les Croix de Feu et surtout l'Action française. Et évidemment, la France républicaine, aurait pu ce jour-là changer d'orientation. Pourquoi ça n'a pas marché? Deux raisons principales. Parce que les deux grandes forces de droite ne s'étaient pas entendues d'avance sur la constitution d'un gouvernement provisoire. Ces deux grandes forces étant le colonel de la Rocque, vous savez, pour les Croix de Feu, et Charles Maurras pour l'Action française. À 18h30, ce jour-là, il n'y avait plus qu'une ligne, simple ligne d'agents qui protégeait la chambre de l'autre côté, c'est-à-dire la place de Bourgogne. Les Croix de Feu arrivaient là, il pouvait enfoncer ses nids d'argent comme rien et pénétrer dans le palais Bourbon pour en prendre possession. Quand brusquement, 18h30, le colonel Comte de la Rocque dit à ses hommes de s'arrêter. Parce qu'il ne voulait pas travailler au profit de M. Maurras et que Maurras ne voulait pas travailler au profit de la Rocque. Premier point, mésentente des ligues de droite. Mais deuxièmement, et très important, c'est que l'armée française, est restée neutre. Nous ne savons que depuis 2 ou 3 ans que le très vieux Lyautey s'était proposé le lendemain 7 février pour prendre la tête des anciens combattants et essayer de réussir le coup de force qui avait manqué la veille. On ne l'a pas écouté, il était très vieux, il allait mourir cette même année 1934. Il a été considéré comme un peu trop vieux pour prendre la tête d'une insurrection. Enfin, toujours est-il que la République a subsisté, mais vous savez ce qui s'est produit, une espèce de réaction violente, c'est-à-dire de réflexe antithétique, ce fut le Front populaire. Ben, nous allons voir comment les choses vont réussir en Espagne alors qu'elles avaient échoué en France. La situation entre l'Espagne et la France était profondément différente. D'abord, il y avait un problème agraire en Espagne qui n'existait pas en France. Agraire, je veux dire qu'il y avait des possessions monstrueuses à la tête, entre les mains de quelques familles. Pensez, j'ai pris quelques notes. Le duc d'Albe disposait de 35 000 hectares, le duc de Peñaranda de 51 000 hectares et le duc de Medina-Célic 79 000 hectares. Et ces hectares étaient souvent laissés en friche pour permettre la chasse à ces grandes personnalités. Sur ces grandes latifondia, comme on dit, vivait une population de braceros, ça voulait dire des gens qui n'avaient que leurs bras pour vivre, enfin des journaliers, qui étaient plus de 2 millions, et qui gagnaient dans les 2 à 3 pesettes par jour. Or, la nourriture de base, le pain, était à une pesette le kilo. Comment ces gens pouvaient-ils vivre? Surtout qu'il y avait des jours où ils ne travaillaient pas. Alors là, vous aviez déjà un grouillement qui n'existait pas en France, un grouillement de paysans indignés. Deuxièmement, vous aviez ce problème social qu'en France, il y avait les socialistes et les communistes, tandis qu'en Espagne, vous aviez une force anarchiste, qui était le seul point d'Europe où les idées de Bakounine avaient triomphé. Peut-être vous rappelez-vous que à Genève, l'international s'était coupé en deux, l'international marxiste, Marx et Bakounine s'étaient violemment séparés. Les communistes avaient réussi, enfin les amis de Marx avaient réussi presque partout, enfin, petitement jusqu'à 1917, grandement en Russie, mais les anarchistes étaient au contraire la force principale en Espagne. La plupart je ne dis pas la plupart, une grande partie de la classe ouvrière était dans la CNT, Confédération Nationale des Travailleurs. Il y avait une autre force un peu plus faible, UGT, Union Générale des Travailleurs, qui était, elle, socialiste. Alors l'UGT était anarchiste et avait une espèce de, comment on appellerait ça si vous voulez, des gens décidés à tout, une association plus ou moins secrète, FAI, la Fédération Anarchiste Ibérique. Bon, alors il y avait ce deuxième élément, différence avec la France. Et le troisième élément, c'est que nous, les Français, n'étions pas menacés de rupture nationale, alors qu'en Espagne, il y avait sur 2 points au moins des autonomistes violents, vous le savez assez aujourd'hui avec le Pays Basque d'une part, d'autre part la Catalogne. Alors vous allez voir comment les choses se produisent. En 1931, brusquement, c'est la République, le roi Alphonse XIII démissionne, c'est la République qui s'installe en Espagne. Il faut que je vous dise la raison, je la connais maintenant, de l'établissement de ce régime républicain, et je ferai une comparaison avec la France du 4 septembre 1870 et avec la Russie du 15 mars 1917. Le 4 septembre 1970, il n'y a plus de Napoléon III puisqu'il a été fait prisonnier à Sedan,
Et à Paris, on a grand peur de la puissance des socialistes, et on ne disait pas encore les communistes, avec Blanqui. Alors, un certain nombre de grands bourgeois, qu'on appellera les Jules, parce qu'ils s'appelaient Jules Favre, Jules Ferry, Jules Simon, etc., Jules Trochu, se précipitent à l'hôtel de ville pour prendre le pouvoir, et annoncent qu'il y a le mot de République. Ce mot doit apaiser cette foule, hein. Mais il était bien entendu dans leur pensée qu'il n'y aurait pas de contenu dans le mot République. De même, vous savez peut-être, ou peut-être vous ne savez pas, que le 15 mars 1917, lorsque le tsar est contraint à l'abdication, sous la poussée du reste, il faut le savoir, de l'ambassadeur de France et de l'ambassadeur d'Angleterre, qui craignaient à juste titre du reste, que le tsar, poussé par sa femme et par Raspoutine, Raspoutine était mort, mais enfin sa pensée subsistait encore, ne fit une alliance, enfin paix séparée avec l'Allemagne. Alors on avait décidé que c'était un groupe qui allait établir une république en Russie, étant bien entendu que la république ne serait que nominative, sinon avec quelques facilités pour la presse. Et bien de même, soyez bien certains que quand on établit la république espagnole en 1831, c'est dans l'idée qu'il faut surtout ne rien changer aux structures économiques. On annoncera qu'on a la république qui donne aux gens l'impression d'une liberté et d'une grande espérance, mais le problème agraire, qui est le problème central, ne sera pas réglé par ceux qui prennent le pouvoir. Qui sont-ils ces gens ? Eh bien, il n'y a pas, le mot radical n'existe pas en Espagne. Je ne veux pas parler du radicalisme suisse que je ne connais pas, mais le radicalisme français, représenté par exemple par M. Édouard Herriot, était un radicalisme surtout verbal et qui était très éloigné de profond changement économique. Eh bien, de même, les gens qui prennent le pouvoir, qui s'appellent Azaña, qui s'appellent Zamora ou qui s'appellent Quiroga, ce sont des libéraux, disent-ils. En réalité, ce sont des gens qui sont parfaitement résolus, derrière le vocable République, à ne rien changer à la condition de ces malheureux paysans. On fera une réforme agraire toute petite, et un nommé Caballero, qu'il faut prononcer Caballero, vous savez, qui était socialiste et qui va devenir socialiste d'extrême gauche, aura une phrase assez pittoresque, mais que je crois juste. La façon dont la question agraire sera traitée par ce gouvernement républicain fait penser à l'application d'un cachet d'aspirine pour une appendicite. Bon, c'est-à-dire rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire tout de même en apparence, ces gens ? Ils vont faire avant tout de l'anticléricalisme, qui était nécessaire, parce qu'il y avait une intolérance incroyable. Figurez-vous même que le primat d'Espagne, qui s'appelait Segura, qui était archevêque de Tolède, avait fait une déclaration violemment anti-républicaine, parce que le gouvernement de Quiroga avait simplement autorisé les enfants dont les parents désiraient qu'ils ne suivent pas l'enseignement religieux à ne pas le suivre. Et Segura disait, c'est un attentat à la pensée, il faut absolument que tous les enfants, quelle que soit la pensée des parents, subissent l'enseignement catholique, l'enseignement du catéchisme. Vous voyez qu'il y avait quelque chose à faire. Mais il faut que je vous dise, parce que c'est la vérité, que derrière cet effort anticlérical, enfin dans cet effort, se cachait un alibi pour ne pas traiter la question sociale. Cette malheureuse république, apparence républicaine, ne va durer que 2 ans, on fera de nouvelles élections, on appellera ce temps le biennio negro, c'est-à-dire les 2 années noires, à partir de 1933, novembre 33 jusqu'en 1936, aux élections de février 36. Pourquoi biennio negro ? Parce que de nouveau les prolétaires vont être écrasés, parce qu'un général qui avait fait une tentative, ce général s'appelait Sanjurjo, c'est très difficile à prononcer, quelque chose comme Sanjurjo, avait fait une insurrection en août 32, on l'avait condamné à mort, et puis, j'en félicite, on avait décidé de ne pas l'exécuter, mais de transformer cette condamnation à mort en une condamnation à vie, enfin à perpétuité dans une prison. Le nouveau gouvernement, qui est de gouvernement de droite, va immédiatement amnistier Sanjurjo, qui était pourtant coupable d'un attentat contre la République, et il va se réfugier au Portugal, guettant l'occasion d'intervenir. Dans ces 2 années, entre 33 et 36, le grand événement, c'est l'insurrection des mineurs de l'Asturie, qui en ont assez de vivre dans une asphyxie, et contre lesquels on envoie une expédition punitive avec déjà un jeune général qui se fait connaître et du nom de Franco. D'une manière terrible, enfin, l'insurrection des Asturies se terminera dans ce qu'on appelle toujours un bain de sang. Et nous arrivons alors aux élections de février 1936, élections normales, à leur date, et pour ces élections, 2 événements considérables se produisent. Les anarchistes, étant donné qu'ils sont anarchistes, ne voulaient jamais participer à la vie parlementaire qui leur paraissait une plaisanterie. Ils vont, pour la première fois, accepter de voter. Les anarchistes vont voter. Et puis, deuxièmement, ce qui est très considérable, c'est qu'un front populaire, Frente Popular, va immédiatement se constituer. Bon, mouvement des anarchistes qui acceptent de jouer le jeu parlementaire au moins un instant. Et deuxièmement, attitude du Parti communiste qui commence à grandir un peu, il n'est pas considérable, mais il prend un petit peu du poil de la bête, parce que les instructions données par Staline au Parti communiste espagnol sont les mêmes que ceux qu'il avait donnés l'année précédente au Parti communiste français. Qu'est-ce qu'il avait fait, Staline ? Il s'est aperçu qu'il avait commis une erreur en Allemagne. Il avait demandé à ces hommes de lutter, ces hommes communistes, de lutter contre le gouvernement de Weimar, les sociodémocrates.
Si bien que les communistes étaient d'accord avec les nazis pour se jeter contre le gouvernement. Et en réalité, ce sont les nazis qui vont gagner. Hitler s'est dit, j'ai mal joué, et il va recommander à ces communistes français, comme aux communistes espagnols, d'accepter de faire une union nationale, un front populaire, avec tous ceux qui sont antifascistes. On aura donc les libéraux, les mêmes que je vous ai nommés tout à l'heure, on aura les socialistes, on aura les anarchistes, on aura les communistes, qui, pour la première fois, s'entendent dans ce mouvement de front populaire. On ne peut pas dire, c'est une expression traditionnelle, qu'il y a eu véritablement un raz-de-marée électoral, mais enfin, il y a eu une majorité de gauche. Eh bien, cette majorité de gauche va avoir comme gouverneur, enfin comme dirigeant, les mêmes qu'en 1831, les mêmes, qui arrivent à s'imposer à l'opinion publique, de nouveau Quiroga, de nouveau Azaña, qui va être président de la République, qui est président de la République. Enfin, c'est des gens résolus, je vous l'ai dit, à ne pas toucher aux structures économiques et sociales. Alors, cette fois, on va avoir deux choses nouvelles. La droite va s'unir. Elle était désunie, cette droite, parce qu'il y avait d'un côté les phalangistes, qui étaient des gens qui se donnaient pour avoir un programme social assez avancé, mais qui voulaient revenir à une dictature, commandée par José María de Primo de Rivera. C'était le fils de ce dictateur Primo de Rivera, qui avait fait une dictature non sanglante dans les dernières années d'Alphonse XIII. Et puis vous aviez les carlistes, c'est-à-dire les gens qui voulaient le rétablissement de la monarchie. Ceux-là, c'était surtout les gens qui étaient groupés en Aragon. Or, la tension entre les phalangistes et les royalistes proprement dit était vive. Eh bien, ils vont s'entendre. D'autre part, ces mêmes gens d'extrême droite vont avoir des relations très directes avec Hitler d'une part et avec Mussolini d'autre part. José Antonio Primo de Rivera sera même, on le saura depuis peu d'années, vous savez, depuis la publication d'un livre de Max Gallo qui a trouvé des documents, il était régulièrement appointé, mois par mois, par Hitler. Alors vous voyez que ces gens sont appuyés par deux nations très importantes, mais deux grandes puissances européennes. Et troisièmement, l'armée, qui en France est restée immobile, ne va pas rester immobile en Espagne. Elle va s'engager dans le coup. Pourquoi ? Il faut d'abord que vous sachiez que l'armée espagnole avait ceci de particulier, qu'elle avait un nombre pléthorique d'officiers. Il y avait environ 110 000 soldats et il y avait plus de 120 généraux. 120 généraux pour 110 000 soldats, c'était un peu abusif. Alors le gouvernement républicain avait diminué le nombre des généraux en les mettant à la retraite. Ce même gouvernement républicain avait fait une chose qui était peut-être imprudente ou peut-être raisonnable, avait demandé aux officiers de choisir entre une retraite anticipée tout en conservant l'intégralité de leur solde, enfin de leur traitement jusqu'à la fin de leurs années de service, ou alors, s'ils s'engageaient au service du gouvernement républicain, de faire un serment, de jurer fidélité au gouvernement républicain. 90%, 92% acceptent de rester en prononçant un serment qu'ils n'avaient certainement pas l'intention de tenir. D'autre part, le gouvernement républicain a annulé, a fait disparaître l'académie militaire de Saragosse, ce qui semble offensé à l'égard de l'armée. Et là, je voudrais vous citer le livre d'un de vos compatriotes qui s'appelle Eddie Bauer, que j'ai connu, qui habitait Neuchâtel, qui était en même temps professeur à l'école polytechnique fédérale, professeur d'histoire, je crois, et qui, dans un livre publié en 1938, à la gloire de Franco, qui s'appelle Rouge et Or, dira, étant donné ce qu'on avait fait à l'égard de l'armée, ce que le gouvernement républicain faisait à l'égard de l'armée, je vous cite sa phrase assez extraordinaire, l'armée se trouvait en état de légitime défense. Alors elle est décidée à agir, cette armée, et ils sont 4 qui préparent le coup. Il y a le Centro qui est sur la frontière du Portugal, très appuyé par Salazar, et Salazar ne demande qu'une intervention très solide au profit d'un gouvernement semblable au sien en Espagne. Alors vous avez Sanjurjo. Vous avez Godet, G-O-D-E-D, que le gouvernement républicain avait envoyé au Baléares parce qu'il était suspect, il avait pris parti pour l'insurrection de Sanjurjo en 1932, alors on l'avait non pas puni mais un peu exilé, puis c'est mieux, mais la Baléares. Il y avait Franco, dont je vais vous parler, et qui lui aussi était considéré comme dangereux, alors on l'avait envoyé aux Açores. Puis il y avait un dernier qui était là sur le territoire, alors espagnol, qui s'appelait Mola, M-O-L-A, qui était gouverneur militaire de Pampelune. Ces 4 personnages décident de faire une offensive, de prendre le pouvoir par la force. Et la date a été fixée, c'est le 17 juillet que ça doit se produire. Avec quoi vont-ils agir ? Eh bien, cette armée espagnole est faible, puisque peu d'effectifs, mais hélas, qu'on peut appeler un fer de lance. Ce fer de lance, c'est les 35 000 hommes qui sont réunis au Maroc espagnol. Vous savez que la conquête du Maroc espagnol avait été difficile, que la France avait même dû, avec Pétain, prêter des hommes à l'Espagne pour réduire l'insurrection du Rif en 1925-1926. Et cette armée marocaine, enfin d'Espagne et Maroc, était composée de 2 éléments. Il y avait d'une part ce que nous appelions-nous la Légion étrangère, que les Espagnols appelaient le Tercio. Mais dans notre Légion étrangère, française, il n'y avait que des non-français. Beaucoup d'Allemands, comme vous savez. Ça existe toujours aujourd'hui.
Tandis que le tertio était composé avant tout à 95%, 98% d'Espagnols. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des délinquants ou même des assassins, des gens condamnés à la prison, à qui on demandait de choisir entre la prison jusqu'à la fin de leur jour ou un engagement définitif jusqu'à leur mort, ce qui ne puisse plus se battre dans ce tertio. Vous savez, c'est bien célèbre ça, que le cri de guerre du tertio c'était Viva la muerte, enfin vive la mort, que les drapeaux représentaient des fémurs croisés, que les hanches des drapeaux étaient constituées par des fémurs mis bout à bout. Enfin, c'était des gens qui n'avaient pas d'option personnelle, dont on pouvait faire ce qu'on voulait. Extrêmement encadrés, extrêmement disciplinés, qui étaient des soldats, des vrais soldats. Hein. Et deuxièmement, ceux qu'on appelait les regulares. Qu'est-ce que c'est que les regulares? Ce sont des indigènes, ce sont des Marocains. Ça fera penser à nos tirailleurs sénégalais, ou nos tirailleurs marocains, à nous Français, ou encore à ce que récemment on appelait les harkis, vous savez. C'est-à-dire des gens du pays qui se mettent au service de ce qu'il faut bien appeler l'occupant. Ce sont des gens de couleur qui vont, étant bien payés, passer au service de ceux qui oppriment leurs concitoyens. Mais comme ils sont bien payés, comme ils sont bien encadrés aussi, on dispose là, pour l'insurrection militaire, de deux forces absolument mobiles. Enfin, on peut en faire ce que l'on veut, puisque ce sont des gens qui n'ont... Les Marocains se moquent parfaitement de la politique intérieure espagnole, les gens du tertio aussi, donc on en fera ce que l'on voudra. Et c'est une armée solide, 35 000 hommes. Alors le coup va se produire le 17 juillet. Que je vous dise un mot d'abord de ce Franco, qui va prendre une place particulière. C'est le fils d'un amiral, il avait pensé, il était de Galice. Galice, c'est donc l'extrême nord-ouest de l'Espagne. Il avait pensé à faire son travail dans la marine comme son père, puis s'était orienté plutôt vers l'infanterie. Il était brillant, sans avoir ce qu'on appelle de charisme. Vous savez, c'est un petit joufflu qui n'avait pas beaucoup d'apparence, qui ne savait pas très bien parler, mais qui était extrêmement intelligent, extrêmement habile. Et je pense aussi très travailleur. Si bien qu'il avait été le plus jeune commandant de l'armée espagnole, le plus jeune colonel et le plus jeune général. Et même du temps du bienio negro, c'est-à-dire quand la droite était au pouvoir, il était devenu chef d'état-major général de l'armée. Vous voyez, c'est un personnage assez considérable. Mais il faut vous dire qu'il va être servi par la chance. Je viens de vous dire que c'est le 17 juillet que le coup va se produire. Le jour même, ce 17 juillet, dans la nuit du 17 au 18, quand Sanjurjo, qui était l'homme qui était le plus grand responsable de l'opération, réfugié au Portugal, va par avion gagner l'Espagne, son avion, après le décollage, s'écrase. Voilà donc un rival ou un adversaire, si vous voulez, enfin un rival de Franco qui disparaît. Goded, qui lui commandait aux Baléares, va débarquer à Barcelone, mais l'insurrection de Barcelone va rater et il va tomber aux mains des républicains. D'autre part, je dois vous ajouter que José Antonio Primo de Rivera, qui commandait, pas militairement, mais qui commandait la phalange, est arrêté par les républicains. Lui, c'est à Malaga, je crois, c'est dans le sud, ou à Carthagène. Et enfin, il ne reste plus qu'un, il ne reste plus que Mola, puisque Goded est prisonnier, puisque Sanjurjo a disparu. Eh bien, Mola, pour la chance de Franco, qui est servi par la chance, au début de l'année 1937, c'est-à-dire l'année suivante, puisque je vous parle maintenant du 17 juillet 1936, va lui aussi, comme Sanjurjo, être victime d'un accident d'aviation. Et on lit dans une dépêche de von Storer. Von Storer, c'est le premier ambassadeur qu'Hitler a envoyé à Madrid, pas à Madrid encore, à Burgos, c'est-à-dire Franco, dans une dépêche de von Storer, ceci qui est assez séduisant. Le général Franco dissimule assez mal le soulagement que lui a apporté la mort de Mola. Par conséquent, dans les 4 dirigeants de l'opération, au bout de peu de temps, il n'en subsiste qu'un, Franco. C'est le 17 juillet que, dès des Açores, il lance son appel, comme c'était entendu, soulèvement de toutes les garnisons à travers le Maroc espagnol d'une part et le territoire espagnol d'autre part. Et c'est le 18, le lendemain, qu'il aborde à Tétouan. Il faut que je vous indique que dès le 6-7, on a vu quel caractère prendrait cette insurrection militaire dans le fait suivant. C'était un général Romorales, je crois, oui, Romorales qui commandait à Melilla. Un colonel qui s'appelle Segui va entrer dans le bureau de ce général, Romorales, en lui demandant de marcher avec lui pour l'insurrection. Ce Romorales est un homme loyal, enfin il a donné sa parole au gouvernement, donc il dit non, je ne marche pas. Alors le colonel Segui, là-bas, immédiatement dans ce bureau, d'un coup de revolver. Et quand le général Franco arrive à Tétouan, le lendemain, le 18 juillet, ont été déjà préparées des listes de suspects qu'on va arrêter, les premiers camps de concentration et des fusillades nombreux. Donc on s'aperçoit que ce n'est pas une opération pour rire. J'ajoute que Franco va être extrêmement prudent, car sachez bien que c'est seulement le 6 août, alors que ce que je vous raconte est du 17 et du 18 juillet, c'est le 6 août seulement qu'il se décidera à passer sur le continent, à passer en Espagne, parce qu'il attend, protégé par ses 35 000 hommes au Maroc espagnol, de voir comment les choses vont tourner. On va constituer ce qu'ils appellent une junte, vous savez, junte de défense, les militaires organiseront ça à Burgos, je crois. Il en est, non pas le président, mais enfin, on le désigne comme généralissime, puisqu'il a été autrefois chef d'état-major général de l'armée.
mais grâce à une petite opération que je vais vous dire qui est séduisante et qui fait penser à ce qui s'était produit les 18 et 19 Brumaire lorsque Bonaparte a pris le pouvoir aidé par son frère Lucien. De même, le 30 septembre, la Ronde de Burgos décide que le général Franco sera nommé chef du gouvernement. Vous y êtes, chef du gouvernement. Mais son frère Nicolas transporte à l'imprimerie, dite imprimerie nationale, ce décret qui doit paraître le lendemain au journal officiel de l'insurrection, et il va changer lui-même, Nicolas, le frère, va changer chef de gouvernement en chef d'État. C'était bien autre chose, hein. Chef d'État, c'est-à-dire que ça coupait tous espoirs des royalistes qui s'étaient dit, chef de gouvernement, si on rétablit la monarchie, Franco ne sera que le chef de gouvernement sous le roi, tandis qu'avec la complicité de son frère, il annonce, c'est moi personnellement et seul, qui prend le pouvoir. Immédiatement, regardons ce que va être l'accueil de l'Europe à cette nouvelle, à cette insurrection. Ben, évidemment, tout de suite, l'Allemagne hitlérienne et l'Italie fasciste appuient, puisqu'Hitler va envoyer immédiatement des avions civils, mais qui vont faire un pont aérien pour transporter le plus rapidement possible des troupes, les fameuses troupes, les 35 000 hommes, hein, qu'il faut faire passer, parce que la marine est insuffisante, qu'il faut faire passer sur le sol de la péninsule. Deuxièmement, Mussolini va envoyer lui aussi des aviateurs, cette fois des aviateurs combattants, et le nombre finalement de soldats italiens qui viendront se battre au profit de Franco atteindra au total, je dis bien au total, 60 000, ce qui signifie qu'il n'y en aura jamais 60 000 en même temps, mais il y en aura à un certain moment 40 000 en même temps. Donc vous voyez que Franco peut compter sur l'appui militaire très solide. J'ai oublié de vous dire que Hitler va envoyer la Légion Condor, qui sont des aviateurs, un appui massif que Franco va recevoir de l'Allemagne hitlérienne et de l'Italie fasciste, la France. Le gouvernement est passé entre les mains d'un nommé Giral, G-I-R-A-L, mais on doit dire Giral, qui succédait à Quiroga, je crois. Et dans la nuit du 19 au 20 juillet, Giral envoie un télégramme personnel au chef du gouvernement français, qui était, vous le savez, Léon Blum. Pourquoi un télégramme personnel? Parce qu'il ne veut pas passer par l'entremise de l'ambassade d'Espagne à Paris, l'ambassadeur étant suspect de sympathie pour l'insurrection militaire. Alors il lui a envoyé ce télégramme très clair: nous sommes victimes d'une dangereuse insurrection militaire, demandons de nous entretenir le plus rapidement avec vous pour fourniture militaire. Et le lendemain, l'ambassadeur est bien obligé, il va démissionner le surlendemain. L'ambassadeur d'Espagne à Paris est bien obligé d'apporter les précisions qu'on lui a demandé de donner au gouvernement français. Il faut que vous sachiez, c'est très important de savoir ce que l'Espagne demandait. 8 avions Potez. Et c'était déjà des vieux avions. Ne demandez donc pas des avions militaires français dernier modèle. 8 Potez. Je ne me trompe pas, attendez, c'est bien 8. Non, 20 Potez, pardonnez-moi. 20 avions Potez. 8 mitrailleuses. 50 mitrailleuses. 20 Potez, 50 mitrailleuses et 8 canons de 75. Et quelque chose comme 2 à 3 millions de cartouches. Que pouvait faire le gouvernement français devant cette sollicitation? Il y avait 3 raisons absolument impérieuses pour le gouvernement français de dire oui à cette mince proposition, cette étroite demande. Première raison, en 1935, le gouvernement français, c'était Laval, avait signé avec le gouvernement espagnol un accord de commerce portant sur un chiffre maximum de 20 millions or, hein, pour des fournitures militaires. Nous étions donc tenus, nous, gouvernement français, d'accéder à cette demande, puisque nous avions signé que nous apporterions un appui militaire. C'était simplement à ce moment-là pour augmenter la puissance de l'armée. 1. 2. C'était un gouvernement légal, espagnol, légal, puisqu'il sortait des élections, qui demandait à un autre gouvernement français légal, et de même inspiration, Front populaire d'un côté, Frente Popular de l'autre, un soutien qui semblait aller de soi. Mais il y avait une troisième raison, dont on n'a pas beaucoup parlé, et qu'il faut que vous sachiez, une raison de sécurité nationale, qui était déterminante. Pensez donc que mon pays, vous savez bien que je suis français, mon pays était menacé depuis 1922 sur sa frontière alpestre par un homme qui annonçait qu'il voulait prendre Djibouti, qu'il voulait prendre la Tunisie, et puis bientôt parlera de prendre Nice, et même peut-être, s'il le peut, la Corse et la Savoie. Nous étions menacés au nord-est par un nommé Hitler qui avait annoncé ouvertement dans son livre Mein Kampf qu'il écraserait la France et qu'il lui reprendrait bien au-delà de la Lorraine. Et maintenant, il faudrait accepter que nous ayons derrière notre frontière des Pyrénées une troisième menace. Si nous avions, de l'autre côté des Pyrénées, un gouvernement qui s'entende avec les 2 autres gouvernements menaçants, la France était encerclée. Donc, de toute manière, pour les 3 raisons que je viens de vous indiquer, Blum ne pouvait pas faire autrement que de dire tout de suite. Et en effet, il le dit tout de suite. Barroso, c'était l'attaché militaire espagnol à Paris, qui était très lié avec ce qu'on appelle le tout Paris, c'est-à-dire les gens distingués. Et Barroso va se précipiter auprès de la rédaction de l'Écho de Paris, de
de l'Action française, c'est-à-dire ses amis, pour grossir les choses, sans donner les chiffres que je viens de vous dire, sur lesquels j'hésitais tout à l'heure, mais je vous les répète, 20 avions hypothèses, 50 mitrailleuses et 8 canons de 75, c'est-à-dire très peu de choses, et faire croire à l'opinion publique française de droite qu'une demande massive d'armement, et même, parlait-il, d'intervention militaire, était faite par le gouvernement républicain auprès du gouvernement socialiste de M. Blum. Alors la presse de droite prend feu, et des articles, vous n'imaginez pas, d'une violence incroyable, l'un en particulier signé par Raymond Cartier, qui va ensuite sévir à Paris Match, puis qui mourra ensuite, fait un article d'une violence inouïe en disant le crime, ce serait un crime de la part du gouvernement français que de soutenir le gouvernement espagnol. Parce que ce gouvernement espagnol était en proie, c'est vrai, à toutes sortes de tragédies, parce que depuis le mois de février, il y avait des tumultes en Espagne, parce que les pays s'en saisissaient, les terres sans y être autorisées, parce qu'il y avait des coups de feu partout. Bien entendu, la droite disait c'est la gauche qui nous tire dessus, la gauche disait c'est la droite, on ne peut pas savoir qui tirait, mais tout le monde tirait, il y avait des tas de massacres, et il y avait des églises qui flambaient, c'est parfaitement vrai, je vous en parlerai à la fin de mon exposé. Alors, la droite française disait, c'est indigne de la part d'un gouvernement français de soutenir des gens qui sont des massacreurs et qui établissent une terreur en Espagne. Je dois vous dire avec tristesse que François Mauriac, qui va bientôt changer d'avis, fera un article terrible dans l'Écho de Paris en indiquant qu'il serait épouvanté à l'idée que le gouvernement français pourrait intervenir dans cette affaire. Cela prouverait que nous n'avons pas un homme d'État à la tête du gouvernement, mais un sectaire juif, il n'ose pas dire juif, un sectaire qui n'est pas français. Bon, horrible. Quant à Maurras, avec cet excès de langage qui est le sien, il dit les Français interdisent, comme ça, les Français interdisent au gouvernement Blum de soutenir les républicains espagnols. Or Blum, après avoir dit oui, parce que c'était évident, va être obligé de céder. Pourquoi donc? Les communistes avaient promis à Blum de faire partie de son gouvernement. C'est entendu, si on gagne les élections, les communistes participeront au gouvernement. Mais sur les ordres qui étaient venus de Staline, les communistes n'avaient pas participé au gouvernement, avaient dit simplement nous soutiendrons de nos votes, mais nous ne participerons pas. Si bien que pour avoir un gouvernement, Blum avait été obligé de s'entendre avec le troisième élément du Front populaire, c'est-à-dire les radicaux. Et les radicaux avaient des postes importants. La vice-présidence du Conseil, M. Chautin, était un radical. Le président de la République française, Lebrun, était un des radicaux. Le président de la Chambre, Édouard Herriot, était un radical. Et le président du Sénat, Jeanne Day, était un radical. Or, ce jour-là même, le 23, 22 et 23, Blum s'entend avec ces messieurs, demande l'avis du président de Chambre et du président de la République. Écoutez-moi bien, tous les radicaux sont d'accord pour dire surtout n'intervenons pas. Pas d'huile achetée sur le feu, n'avons pas à intervenir, nous avons la chance qu'il n'y ait pas de guerre civile en France, n'intervenons pas. Il y a déjà cet handicap terrible pour Blum. Il ne peut rien faire si son gouvernement sera renversé, puisque les radicaux menacent de se retirer. Mais d'autre part, il voudrait bien être d'accord avec les Anglais. Or, les Anglais étaient assez mécontents de la France à cause de la politique de Laval qui avait soutenu Hitler et qui avait soutenu Mussolini dans son attentat contre l'Éthiopie. Le gouvernement Laval, effectivement, avait refusé d'appliquer les sanctions économiques que l'Angleterre désirait. Nous étions en froid avec l'Angleterre et la politique française de défense contre Hitler reposait sur une entente franco-anglaise très ferme. Donc Blum demande l'avis des Anglais, un avis terrible. Ils sont aussi opposés que les radicaux, ils disent surtout pas. Au point même que nous sommes menacés, nous Français, d'une espèce d'ultimatum, les Anglais nous font savoir que si jamais une guerre éclatait à cause d'une intervention militaire française en Espagne, l'Angleterre estimerait qu'elle n'est plus tenue par ses engagements et qu'elle ne soutiendrait plus militairement la France. Vous voyez que Blum est pris à la gorge. D'une part par les radicaux, qui le feront tomber s'il fait une intervention, d'autre part par les Anglais dont nous avons absolument besoin du point de vue de la lutte contre Hitler, et qui décident qu'il ne faut pas. Alors Blum est tellement bouleversé, vous savez, c'était pas un homme facile à émouvoir, qu'il annonce le 25 qu'il va se retirer, il veut démissionner. Et c'est un émissaire du gouvernement républicain qui le supplie de ne pas le faire, en disant, c'est très bien qu'il va vous succéder, ce sera Chautin, le radical Chautin, avec vous au pouvoir, on pourra peut-être s'entendre, enfin, on va essayer de faire quelque chose, sans faire de bruit, sournoisement, clandestinement, c'est pas beau, mais enfin, restez, nous vous en supplions. Le secrétaire général des Affaires étrangères, qui s'appelait Alexis Léger, qui est plus connu sous le nom de Saint John Perse, c'est un poète, a inventé quelque chose dont je demande s'il y croyait lui-même. Il dit, on va tenter de faire une entente européenne de non-intervention en Espagne. Nous savons très bien que les Italiens vont soutenir, ou veulent soutenir, que les Allemands commencent à soutenir, mais si on obtient qu'une conférence internationale se réunisse, où toutes les grandes puissances européennes promettent de ne pas intervenir militairement en Espagne, ben peut-être pourrons-nous tirer notre épingle du jeu et faire qu'au moins l'insurrection espagnole ne soit pas soutenue par les fascistes et par les nazis.
Alors c'est le 8 août, vous m'entendez, c'est le 8 août qu'à Londres on a déterminé, on a décidé l'application, l'Angleterre a souscrit bien sûr tout de suite, l'Allemagne aussi, les fascistes aussi, Staline aussi, promis une non-intervention. Or l'intervention continue, même au point que des avions italiens qui se dirigeaient sur le Maroc espagnol, 2 avions militaires italiens sont obligés le 30 juillet de se poser en catastrophe sur sol français à la frontière de l'Algérie et du Maroc, et qu'on s'aperçoit que ces militaires, ces Italiens, qui étaient en civil, avaient dans leur bagage des uniformes du tertio. Par conséquent, c'était bien des gens que M. Mussolini envoyés pour combattre. Nous avions donc, les Français, toute raison de dire, mais la convention de Londres tombe immédiatement, puisqu'ils se sont engagés, les Italiens, à ne pas intervenir et qu'ils interviennent. Rien à faire. C'est entendu, mais jusqu'à l'application qui était de 8 août, le gouvernement français, grâce à Pierre Cotte, qui était ministre de l'Aviation, va fournir ce qu'il pourra, fournir exactement ce qu'avaient demandé les Espagnols, les pauvres vieux avions, des canons de 75, et on va autoriser, sans rien dire, Malraux, qui est appointé par le gouvernement espagnol, à acheter de vieux avions qui se procurent comme il peut en France, environ une 20aine d'avions. Mais à partir du 8 août, la frontière est réellement fermée, c'est fini. Ce qui va permettre à Franco de s'emparer de Irun, qui est près de la frontière. Vous savez bien, Irun, c'est tout près de la frontière, alors qu'il y a des wagons d'armes qui sont de l'autre côté, qui sont à 500 mètres, mais qui ne peuvent pas parvenir parce que la France a décidé fidèlement de ne pas intervenir, de ne pas envoyer ses armes à partir du 8 août. Le 30 septembre, Del Valle, qui est ministre des Affaires étrangères du Parti républicain espagnol, va à Genève, ça existait encore, la Société des Nations, faire un discours terrible, le 30 septembre, en apportant des chiffres, en disant voilà le nombre de soldats allemands, voilà le nombre de soldats fascistes qui sont en Espagne. Et vous parlez de non-intervention, c'est une plaisanterie, évidemment. Le comité de Londres, qui se réunit de temps en temps, joue cette bouffonnerie avec le plus grand sérieux, ferme les yeux sur la vérité, qui est l'intervention massive et militaire des Italiens et des Allemands. Fini. Alors, Staline, que je ne suis pas là pour défendre, j'essaie de comprendre, Staline, le 7 octobre, va, oui, loyalement, je dois dire, pour une fois, loyalement, va dire, eh bien, je ne marche plus. Puisque je m'aperçois que la parole que j'ai donnée n'est pas suivie par les autres, puisqu'effectivement, jusqu'à présent, je ne suis pas intervenu, je vais intervenir. Et nous allons voir les raisons qui vont pousser Staline à intervenir fortement, beaucoup moins fortement que les Allemands, que les Italiens, mais tout de même fortement. Quant à nous, Français, d'une manière qui n'est pas noble, et je le reconnais, nous ferons en douce, et malgré notre parole donnée, quelques fournitures à travers la frontière, et en particulier nous aiderons les Russes en créant une compagnie fictive qui s'appelle France Navigation, qui est fictive, qui est créée avec des capitaux russes, et qui permettra à des navires russes de débarquer en France des armes que les Français achemineront en douce à travers la frontière espagnole. Alors maintenant, il faut que nous regardions le rapport des forces. C'est donc à partir du 18 et 19, avec 18 surtout, que les insurrections militaires éclatent partout, dans tous les endroits où il y avait des garnisons. Or, ça va rater sur un certain nombre de points. Et en particulier, les 3 plus grandes villes d'Espagne, c'est-à-dire Madrid, c'est-à-dire Barcelone et Valence, resteront au pouvoir des républicains. Par quel moyen? Eh bien, vous savez, c'est les prolétaires, enfin les ouvriers qui sont descendus dans la rue, et qui très courageusement ont chipé des armes, enfin, aidés quelquefois par la garde civile et par les assaltos, c'était les gardes d'assaut qui avaient été créés par le gouvernement républicain. Il y en a un en particulier à Barcelone, c'était, Malraux l'appelle Jiménez, son vrai nom c'était Escobar, c'est pas un très beau nom, qui était chef des assaltos et qui va soutenir la République. Toujours est-il que dans ces 3 grandes villes que je viens d'indiquer, Madrid, Barcelone et Valence, l'insurrection militaire échoue à cause d'interventions populaires. Alors vous pourriez vous dire tout de suite que c'est très important pour le gouvernement républicain, puisque ces 3 grandes villes sont républicaines, puisque les textiles qui sont dans la région de Barcelone restent au pouvoir du gouvernement républicain, et d'autre part, au nord, le Pays basque a refusé de marcher avec l'insurrection de Franco. Parce qu'ils se méfient, les Basques sont autonomistes comme vous savez, et ils savent que du côté de Franco et des royalistes, on est pour une centralisation complète, donc nous ne voulons pas accepter parce que le gouvernement républicain nous a déjà donné une autonomie dont nous espérons encore qu'elle se développera. Or, qu'est-ce qu'il y a au Pays basque? Il y a les mines, il y a la sidérurgie, il y a l'aciérie. Alors d'un côté, vous avez le gouvernement républicain dispose des textiles de la région de Barcelone et dispose des mines et de la sidérurgie du Pays basque. En apparence, sa supériorité semble établie. Où est-ce qu'il avait réussi, Franco? Il avait réussi dans son pays, en Galice. Il avait réussi, bien sûr, à cause des monarchistes avec lesquels il s'était entendu, en Navarre. Il avait réussi à Séville et le long de la frontière du Portugal. Vous avez une carte dans la tête, vous voyez à peu près. Il y a une grande région, verticale du nord au sud, où l'Espagne et le Portugal sont séparés par une ligne presque droite. Eh bien, sauf au centre, la petite île de Badajoz, qui était restée républicaine,
sauf Dardaros, tout le reste de l'Estrémadure et jusqu'à la Galice était pour Franco. Mais ça ne faisait qu'un peu plus d'un tiers du territoire. Donc en apparence, les républicains gagnent. Mais en fait, il y a une disproportion terrible du point de vue militaire. Parce que l'armée qui restait en territoire républicain, la plupart des Espagnols, des officiers, malgré le serment de fidélité qu'ils ont donné, abandonnent ce serment, disparaissent dans la nature, enfin quittent leur poste. Cette armée est désorganisée, elle n'a plus de cadre. Quant aux milices populaires qui s'établissent, c'est évidemment à Barcelone et ailleurs, ce sont des milices qui ont le culte de l'indiscipline. Au point que, je l'ai vu dans un livre que j'ai étudié là-dessus, il y avait des inscriptions. Vive l'organisation de la lutte contre la discipline. Vive l'organisation de la lutte contre la discipline. Alors vous avez, bon, quand des gens du peuple décident de descendre dans la rue pour se jeter contre une caserne, ils peuvent l'emporter. Mais quand des miliciens désorganisés et volontairement ennemis de toute discipline sont en face des 35 000 hommes du Tercio et des Articulares, là la disproportion éclate. Si bien que la supériorité militaire de l'insurrection militaire est une supériorité éclatante. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ceci qui est très très curieux, qu'une révolution va se produire en Espagne alors que jusqu'alors il n'y en avait pas. Le Front populaire avait commencé une réforme agraire, mais petitement. Tandis qu'en riposte à l'insurrection militaire, il va y avoir une insurrection paysanne et ouvrière. Si bien que le coup de force de Franco a provoqué réellement une révolution en Espagne. Cette révolution est parfaitement inorganique. De même que du point de vue des milices, c'est-à-dire de la défense militaire, c'était des gens qui refusaient toute discipline. De même, dans chaque ville, presque, dans chaque village, dans chaque quartier de ville, s'organisent de la manière la plus poussiéreuse, enfin, la plus désorganisée, des petites communautés. Un livre qui m'a été communiqué l'année dernière est extrêmement important là-dessus, c'est nommé Félix Moreau, qui est un Américain qui était favorable à l'insurrection et à la défense, quoi, à la révolution, et qui dit ce qu'il aurait fallu, c'est évidemment ce qu'avait fait un homme comme Lénine, qui avait immédiatement, profitant de l'agitation rurale en Espagne, en Russie, avait délégué ses hommes. Vous savez bien qu'il y avait un parti très puissant, le parti bolchevique, qui établissait des soviets partout, et ces soviets étaient toujours dirigés par des délégués du pouvoir central. Là, il n'y avait rien de semblable, vous comprenez. Il y avait simplement des petites autarcies. Partout, une poussière de petites autarcies, quelquefois avec des idées idiotes, puisque dans tel endroit on signale que les villageois avaient supprimé les rails du chemin de fer parce que le passage du chemin de fer les gênait. Vous comprenez qu'ils vivaient sur l'idée fausse qu'ils pouvaient vivre en autarcie, séparés, tout comme ça, rien. Alors que si, on avait pu évidemment avoir des représentants d'un nouveau pouvoir, un pouvoir ouvrier, pouvoir central ouvrier, il y avait peut-être une chance. Comme rien ne se produisait de semblable, et comme les anarchistes étaient absolument hostiles à tout ce qui ressemblait à un pouvoir de concentration, il était évident qu'on allait échouer. Mais, à partir du 7 octobre, Staline a décidé d'intervenir. Pour quelle raison? La politique de Staline avait changé à partir de 1934 pour deux raisons. Je vous l'ai indiqué tout à l'heure, de raisons de politique intérieure. Il valait tout de même mieux pour la diffusion des idées communistes de faire une entente avec tous les antifascistes. Et aussi, du point de vue de la sécurité de la Russie, il s'était rendu compte que la proposition française faite par le ministre Louis Barthou, Dieu sait pourtant qu'il était anticommuniste, la proposition est du 16 avril 1934, était intéressante. Louis Barthou avait dit, à ce 16 avril 1934, la tentative que nous avons faite d'appliquer, plus ou moins, d'appliquer les idées de la Société des Nations, c'est-à-dire arbitrage obligatoire, sont tombées à l'eau, c'est plus possible. On s'aperçoit, c'était en 16 avril 1934, nous apercevons depuis 1 an et demi qu'il y a au pouvoir un nommé Hitler qui a décidé de ne plus suivre aucunement les idées de la Société des Nations. Il a même retiré son pays de la Société des Nations. Il a décidé, ou il va décider de rétablir le service militaire obligatoire, et le budget militaire allemand a augmenté des 2 tiers dans l'année 1933-34. Donc, disait M. Barthou, il faut en revenir à l'ancienne politique des alliances, à ce que nous avions tenté, à ce que la France avait tenté de faire entre 1900 et 1914, c'est-à-dire de prendre l'Allemagne de Guillaume II dans une pince, d'un côté un bloc franco-anglais puissant, de l'autre côté la Russie tsariste. Et M. Barthou disait, bien entendu je n'aime pas ce gouvernement stalinien, mais je dois reconnaître que les Russes étant comme nous menacés, puisque dans Mein Kampf Hitler avait dit une grande partie de la Russie fera partie de notre Lebensraum, notre espace vital, nous devons donc faire une alliance militaire avec la Russie, puisqu'elle a le même intérêt que nous à empêcher Hitler de se développer. Staline avait considéré ça comme intéressant, et je disais en effet, je pense que c'est le moyen, lui il ne pensait qu'à ça, de préserver mon pays de la guerre. Alors, quand il voit cette insurrection espagnole, il se dit, voilà, si jamais Franco et ses amis gagnent,
ça sera un pion de plus sur l'échiquier au profit de ceux qui sont nos ennemis, c'est-à-dire des Italiens et surtout des Allemands. Il faut donc empêcher que l'Espagne ne soit un troisième bastion des idées anti-russes. Étant donné ce raisonnement, il décide de fournir contre-paiement. Vous savez, 12 tonnes, je me rappelle plus, j'ai marqué le chiffre là, un chiffre énorme, 510 tonnes d'or vont partir le 26 octobre 1936 de Carthagène en direction d'Odessa pour payer des fournitures, mais des fournitures considérables. La Russie entend bien fournir des armes, des avions, les Tchatos et des tanks, mais n'entend pas les fournir gratuitement. D'autre part, Staline arrangera aussi passera des arrangements techniques ou commerciaux avec l'Espagne républicaine qui doit lui fournir des céréales et du minerai. Toujours est-il que ça y est, il a décidé d'intervenir. Mais il veut surveiller cette révolution espagnole et il va adresser le 21 décembre 1936 une lettre au nouveau chef du gouvernement qui n'est plus Riral, mais qui est ce Caballero dont je vous ai parlé tout à l'heure. Caballero est un socialiste qui prend des allures léniniennes, enfin il est presque converti à un marxisme intransigeant, et la lettre de Staline du 21 décembre 1936 est extrêmement importante parce que c'est une lettre de prudence. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit: n'effrayez pas vos amis français et surtout anglais. Si vous établissez trop vite un régime violemment révolutionnaire, vous les braquerez contre nous. Il faut faire un régime purement démocratique parlementaire. Ce ne sont pas des mots qui ressemblent beaucoup à Staline, mais c'est ce qu'il demande. Hein. Un régime de démocratie parlementaire qui sera un acheminement peut-être vers nos idées, mais n'allez pas trop loin parce que vous risqueriez de faire peur aux Anglais. Nous avons besoin de l'alliance franco-anglaise pour notre sécurité propre. Mais il a une deuxième raison qu'il ne dit pas dans la lettre à Caballero, à savoir Staline ne veut surtout pas d'une révolution en Espagne qu'il ne pourrait pas contrôler. Si cette révolution doit exister, il faut qu'elle soit directement surveillée par des émissaires russes. Alors on va se servir des quelques, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait, des quelques Espagnols communistes. Il y avait cette fameuse femme, vous savez, Dolores Ibarruri, qu'on va appeler la Passionaria. Vous aviez quelqu'un qui s'appelait Lister, qui était depuis longtemps dans le parti, qui était un ouvrier qui avait fait des études militaires en Russie. Il y avait quelqu'un qui se faisait appeler El Campesino, le paysan, alors qu'il n'était pas paysan du tout, mais il était vraiment révolutionnaire. Puis il y avait une nouvelle recrue, très jeune, quelqu'un qui venait des jeunesses socialistes et qui venait de se convertir au communisme, et son nom vous dira quelque chose, puisqu'on en parle aujourd'hui encore, Santiago Carrillo. Et Santiago Carrillo, chef actuel du Parti communiste, était tellement discipliné à Staline que dans une déclaration publique, il dira « Notre but est une démocratie parlementaire. Notre but est une démocratie parlementaire. » D'autre part, Staline va envoyer des hommes à lui. Il y a l'Italien Togliatti, qui est d'une Comintern. Il y a le Français Marty, vous savez, André Marty, et puis des Russes, proprement dit. Vous avez Koltsov, qui était le représentant de la Pravda, mais qui avait d'autres fonctions que d'être correspondant de guerre. Et puis ils avaient Orlov, qui était un homme du KGB, je ne sais pas si on dit KGB ou GPU à ce moment-là, c'est-à-dire la police politique. Deux idées chez Staline. Hein. Premièrement, essayer, le plus possible, d'interdire les victoires au fascisme, et deuxièmement, contrôler cette révolution espagnole, surtout en surveillant les anarchistes, et encore davantage le POUM, non ridicule. Parti ouvrier d'unité marxiste, POUM, mais on prononçait le POUM, ce qui permettait aux ennemis de se moquer, en dire qu'est-ce que c'est que ce parti. C'est un parti vague, je veux dire qu'on ne sait pas s'il était ou non trotskiste. Ils étaient communistes, mais il y avait des trotskistes et il y avait des anti-trotskistes dans le POUM. Un nom de ces poumistes vous dira quelque chose. Celui que vous connaissez bien sous le nom de Willy Brandt était à ce moment-là en Espagne et va faire partie des quelques 10 000 miliciens poumistes. Le principal du POUM était Andreas Nin, qui était un instituteur, qui avait été assez trotskiste au point qu'il avait proposé au gouvernement de Barcelone d'accueillir Trotsky, qui était à ce moment-là en Norvège. On avait considéré que c'était dangereux. Puis Nin avait fait quelques pas en arrière. Il avait considéré qu'il était peut-être imprudent, en effet, de mêler Trotsky aux choses. Mais les poumistes vont être l'objet d'une surveillance particulière et d'une persécution particulière du gouvernement, enfin des délégués communistes. Qu'est-ce qu'ils disent, les communistes? Ils disent des choses qui semblent en apparence très raisonnables. Hein. Ils disent, nous n'avons que des milices inorganisées. Il faut absolument que nous ayons une armée aussi solide que celle d'en face. Et pour ça, il faut rétablir des régiments comme ceux qui existaient auparavant. Alors il y a un 5e régiment, parce qu'il y en avait 4 à Madrid, un 5e régiment que l'on va constituer à Madrid, et ce 5e régiment dirigé par un communiste qui s'appelle Contreras, je crois,
va rétablir la discipline telle qu'elle était dans les régiments précédents. Les anarchistes sont furieux, mais enfin beaucoup de gens considèrent, des communistes surtout, disent mais il le faut, qu'est-ce que vous voulez pour lutter? Qu'est-ce qu'a fait Trotsky? Il a rétabli une discipline très dure. C'est comme ça que l'Armée rouge a fini par vaincre tous les adversaires. Nous acceptons donc. Mais derrière cette idée raisonnable, être concret, enfin faire des choses possibles, c'est dissimuler une autre idée, à savoir pour rien au monde ne permettre cette révolution d'être une révolution des anarchistes et surtout les poumistes vont triompher. Alors on va voir se reconstituer, ça c'est très important, on va voir se reconstituer en effet un État, mais qui n'aura rien de cet État ouvrier qu'aurait rêvé un homme comme Félix Moreau, qui sera tout simplement la reconstitution de l'État bourgeois tel qu'il était précédemment. Et avec, je crois que Staline s'entendrait mieux avec Caballero qu'avec des révolutionnaires proprement dit. Ajoutons que pour la première fois dans le gouvernement Caballero, on va voir, la première fois en Europe, en Occident, 2 ministres communistes. L'un qui s'appelle Uribe, qui prendra le portefeuille de l'agriculture, l'autre Jésus, je ne sais pas comment il faut le nommer, Jesús peut-être, Hernandez, qui sera à l'instruction publique. Mais bien mieux, les anarchistes, qui jusqu'alors écartaient l'idée de toute participation au pouvoir, vont entrer au gouvernement. Il y aura 2 ministres communistes, une femme qui s'appelle Federica Montseny, qui aura le portefeuille de la santé, et Garcia Oliver, qui aura le portefeuille de la justice. Un anarchiste à la justice, avouez que c'était assez surprenant. Alors que va faire ce gouvernement? D'accord, enfin poussé, très surveillé par les amis de Staline, il va obliger les miliciens à entrer dans des régiments réguliers. Il va faire disparaître les petites communautés agricoles qu'avaient créées les paysans. Il va faire disparaître les 2 seuls petits organismes de concentration qu'il y avait, le Conseil central des unités des milices antifascistes de Barcelone, qui sera dissous, et le Conseil de défense d'Aragon, qui sera aussi dissous. Ce sont les anciens gouverneurs, républicains, libéraux, pas plus, qui vont reprendre directement le contrôle de l'État. On va rendre les terres à d'anciens propriétaires, ou du moins on va voir reparaître des caciques. Les caciques, c'était les délégués, enfin les représentants des grands propriétaires qui reviennent. Et les ouvriers qui ont pris entre leurs mains les usines et qui souvent ne savent pas les faire marcher. Écoutez bien maintenant une phrase terrible, écrite par la Pravda. Pravda, vous savez ce que c'est, la vérité, c'est le grand journal officiel russe. Du 17 décembre 1936, en Catalogne, l'épuration des trotskistes et des anarcho-syndicalistes a commencé. Elle sera menée avec la même énergie qu'en URSS. Comme si, pour Staline, c'était le plus important, c'était d'empêcher que les poumistes, ou ce qu'il appelait les trotskistes, prissent une part même du pouvoir. Alors on va assister en mai 1937 à des horreurs à Barcelone, une guerre civile, une guerre entre républicains à Barcelone. D'un côté les anarchistes, de l'autre côté mêlés aux poumistes plus ou moins, de l'autre côté les communistes, plusieurs milliers, au moins 1500 morts dans les rues de Barcelone. Ces républicains s'entre-déchirant font évidemment la joie de Franco. J'ai oublié de vous dire qu'Hitler avait envoyé 2 représentants très officiels, un consul général Ovsehenko à Barcelone et un ambassadeur à plein pouvoir, qui s'appelait Rosenberg. Lui était à Valence et l'autre était, comme je vous l'ai dit, à Barcelone. Qui c'était Ovsehenko? Savez-vous que c'était quelqu'un de connu dans l'histoire officielle russe? On prétendait qu'il avait été celui qui avait emporté d'assaut le palais d'hiver. Vous savez peut-être que la révolte, la résistance des quelques Junkers du palais d'hiver, le 8 novembre 1917 avait été très peu de choses, que le croiseur Aurora les avait terrifiés en tirant d'abord à blanc et ensuite un seul obus, et que quand on avait lancé l'assaut, c'était facile parce que les Junkers étaient déjà plus ou moins en dispersion. Eh bien, c'était ce Ovsehenko qui avait son nom dans l'histoire officielle russe comme l'homme qui avait enlevé le palais d'hiver, qui était envoyé là-bas. Pourquoi l'envoyait-il? Parce que Ovsehenko avait été sur lui, avait une certaine tâche de trotskisme. Il était passé à un moment pour être suspect de trotskisme. Alors on l'a envoyé là-bas pour se réhabiliter et pour lutter avant tout contre les trotskistes. C'est ce que faisait aussi Rosenberg. J'ai recopié ici deux déclarations assez remarquables et singulières, de Nin d'une part et d'un très vieux anarchiste italien qui a habité Barcelone. La déclaration de Nin est la suivante. Elle est du 30 janvier 1937. C'est parce que nous représentons la tradition révolutionnaire de Lénine qu'on veut nous supprimer, comme on élimine maintenant à Moscou la vieille garde bolchevique. Remarquez en effet que c'est à partir de 1936 que vont commencer les grandes purges, que Staline va se jeter sur ses anciens amis et qui va faire disparaître, vous savez, dans un massacre inconcevable, tous ceux qui avaient été ses premiers camarades de combat, les soratniki, comme on disait. Eh bien, cette même épuration va être appliquée en Espagne.
Et voilà la phrase terrible de ce Bernini dont je viens de vous parler, qui était donc un vieil anarchiste italien. Mais pour que vous compreniez, il faut que je vous rappelle la Commune en France. Vous savez, notre insurrection, l'insurrection française de la Commune. Elle avait d'un côté les Versaillais, c'est-à-dire l'armée de MacMahon et de Thiers, qui représentait la réaction, et de l'autre côté, il y avait les Prussiens qui surveillaient de très près ce qui se passait. Alors, conservez ça dans l'esprit et écoutez. Nous sommes pris entre les Versaillais de Franco et les Prussiens du gouvernement stalino-bourgeois. Stalino parce qu'il y avait deux staliniens, enfin deux ministres communistes, et que le gouvernement dans son ensemble était un gouvernement bourgeois qui ne voulait pas réellement, certainement pas, faire de révolution, ni même démocratique, et certainement pas ni agraire, ni ouvrière. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, depuis 1970 en particulier, des livres ont paru, des livres anarchistes, que j'ai étudiés l'un et l'autre, et que je vous signale parce qu'ils sont assez pathétiques. Gaston Leval, qui est mort il y a l'année dernière, à 82 ans, vieil anarchiste français, et l'Espagne libertaire, 1871, et Abel Paz, Durruti, un anarchiste, j'en parlerai tout à l'heure, ou Le peuple en armes, 1972. Leur accusation, les communistes ont tué la révolution espagnole. Negrin va remplacer au pouvoir jusqu'à la fin de la guerre Caballero le 16 mai 1937. Pourquoi? Ce sont les communistes qui ont exigé le départ de Negrin parce que Caballero s'était opposé, dans la mesure où il le pouvait, à la persécution des poumistes, en estimant que c'était désastreux de voir les républicains s'entre-dévorer. Et comme les communistes veulent avoir un homme à eux au gouvernement, ils auront ce Negrin qui va subsister jusqu'à la fin. Deux détails que je vais vous donner maintenant et qui sont assez éloquents, je crois. Hemingway, il faut lire, si vous ne l'avez pas lu, il faut lire Porskis and le Glas, c'est un très beau livre. Les communistes n'aiment pas, disant qu'Hemingway est plutôt un trotskiste, je n'en sais rien, mais Hemingway était évidemment du côté des républicains espagnols. Eh bien, Hemingway ne cachera pas dans son livre que ce qui se passait à Madrid, à l'hôtel Gaylord, G-A-Y-L-O-R-D, qui était le quartier général des communistes, était assez scandaleux. Ces gens se nourrissaient très bien, buvaient beaucoup, y compris de whisky, et considéraient avec dédain, avec mépris, et comme, pardonnez-moi, c'est la phrase du texte, et comme des emmerdeurs, les gens des brigades internationales qui, eux, y croyaient, vous savez, et avaient un esprit de sacrifice. Alors, ces communistes-là, que Hemingway a vu de près, donnaient l'impression de gens de pays conquis. J'ajoute, c'est encore plus grave, que quelqu'un qui est Ilya Ehrenburg, qui était un communiste, vous savez, fidèle, inconditionnel, dans son livre qui s'appelle La nuit tombe, qui est, je crois, le 4e volume de ses mémoires, il avoue lui-même, Ehrenburg, que le comportement des chefs communistes, et en particulier des communistes russes, qui étaient en Espagne, était un comportement pénible et un comportement autoritaire. Cependant, il faut bien que vous vous rendiez compte que le peuple espagnol, qui est en lutte avec Franco, voit pour la première fois des armes étrangères qui lui sont fournies. On acclame les tchatos. On sait qu'il y a des tanks et des tankistes russes, il y a des pilotes russes, il y a des tankistes russes, si bien que le mot Russia, la Russia, ça devient le mot d'espérance des républicains espagnols. On ne gagne pas une guerre en restant sur la défensive. Or, les républicains ne sont pas capables, avant le mois de mai 1937, l'insurrection est de juillet, les républicains ne sont pas capables, avant mai 1937, de passer à l'offensive. C'est les autres, c'est en face que toute la possibilité d'action existe. Alors, qu'est-ce qu'ils font en face? Ils ne perdent pas leur temps. Il va y avoir d'abord la liquidation de Badajoz. Vous vous rappelez ce que je vous ai expliqué, cette frontière entre le Portugal et l'Espagne. Au centre, il y a cette petite île de Badajoz. Il faut absolument, dans la pensée de Franco, que ce verrou saute. Il faut qu'on puisse avoir une liaison directe de Séville, si vous voulez, jusqu'à la Galice. Alors c'est Franco qui va s'en charger. Le 14 août, il triomphe assez facilement avec ses regulares, des indigènes, quoi, de la petite résistance républicaine Badajoz. Et le 15, il va se passer là-bas, à Badajoz, quelque chose de si épouvantable que Mauriac, qui était jusqu'alors favorable à Franco, va renverser sa position. Tout le monde sait, des correspondants étrangers l'ont vu, Franco, le lendemain de sa victoire, réunit dans les arènes de Badajoz des quantités de prisonniers où il y a des femmes aussi et même des enfants, et les fait abattre à la mitrailleuse. On ne sait pas le nombre de gens, mais en fait c'était un massacre tellement horrible que je viens de vous le dire, un homme comme Mauriac en frémit. Deuxièmement, on va s'emparer de San Sébastien et d'Irún, c'est déjà ce qu'on peut du Pays Basque, on verra passer du côté de Bilbao qui est mieux défendu, c'est-à-dire la sidérurgie, mais on a déjà, Franco a déjà deux places importantes, San Sébastien et Irún. Puis il y a l'affaire de l'Alcazar de Tolède. La ville, est-ce que vous voyez à peu près où est Tolède, qui est au sud de Madrid, bon, au nord de Séville. La ville de Tolède était au pouvoir des républicains, mais l'Alcazar de Tolède, où il y avait une école militaire, restait sous le commandement d'un certain colonel Moscardo, qui va passer immédiatement pour un héros parce qu'il refuse de se rendre.
Ajoutons, car il faut dire la vérité, que Moscardo avait eu soin d'emmener en otage des femmes de soldats républicains, et que par conséquent, si on avait bombardé l'Alcazar ou le fait sauter, on aurait fait sauter ces femmes républicaines. Donc on ne pouvait pas faire ça. Alors c'est Franco qui décide d'aller lui-même au secours de Moscardo parce que l'honneur militaire l'y oblige. Même M. Eddy Bauer, dont je vous ai parlé et dont je vous reparlerai, même M. Eddy Bauer, avec un sourire, dit « c'était peut-être pas ça qui était le plus nécessaire, c'était pas la libération de Tolède, c'était évidemment de s'emparer de Madrid. Madrid était très mal défendu, mais le général Mola avait dit « c'est moi qui vais libérer Madrid ». Alors Franco ne voulait pas que ce soit Mola qui ait l'avantage d'être le libérateur de Madrid, c'est-à-dire d'avoir pris la capitale. Alors Franco, qui va se faire nommer chef d'État, a eu l'idée de dire non, l'honneur militaire nous impose d'intervenir d'abord à Tolède et c'est moi qui vais m'en charger, avec tout ce que nous pouvons de meilleures armes. Ce qui interdisait à Mola de faire l'opération sur Madrid, qui ne sera lancée que tardivement, c'est-à-dire fin octobre et début novembre, qui sera tout proche de réussir, mais là, sans exagérer, il faut vous dire que la résistance de Madrid a été quelque chose d'extraordinaire. Assez semblable à ce qu'avait été en 1808, si je ne me trompe pas, la résistance de Saragosse devant les troupes de Napoléon. On se bat de maison en maison. D'ailleurs, ils ne sont pas arrivés tout à fait, les insurgés ne sont pas arrivés au centre, mais ils ont déjà passé le Manzanares, il est vrai que c'était une rigole, vous savez, mais ils sont dans la cité universitaire, ils ont donc mordu sur l'agglomération de Madrid, il y a la Pasionaria qui parle matin et soir, il y a des banderoles, vous avez sans doute vu ça dans les documents iconographiques, à travers les rues, no passaran, enfin ils ne passeront pas, il y a une agitation, une excitation, une indignation populaire, réelle, enfin où les gens proposent eux-mêmes d'aller se battre, les femmes demandent des fusils, enfin il y a une résistance de Madrid incroyable. Et on va même voir une chose tout à fait stupéfiante, Durruti, j'en parlais tout à l'heure, Durruti l'anarchiste, arrive à persuader 1600 de ces hommes, des miliciens qui refusaient la discipline, arrive à persuader ces 1600 miliciens qui étaient en Aragon en face de Saragosse, qui ne pouvaient pas arriver à sauver, à libérer, les voilà qui vont venir à toute vitesse sur Madrid pour essayer de protéger la ville. Et en effet. Et puis une 12e ou 13e brigade internationale composée en toute hâte va intervenir aussi, si bien que Mola va échouer, ce que dont Franco se félicite. C'est à ce moment-là, ceci est une parenthèse, mais il faut éclairer le mot, que sera prononcé le fameux mot 5e colonne. Un journaliste avait demandé au général Mola, vous avez 4 colonnes, quelle est celle de ces colonnes qui va entrer la première dans Madrid? Il avait répondu en souriant, ça sera la 5e. Il voulait dire par là, nos amis cachés à Madrid, il y en a beaucoup qui ne se montrent pas, mais qui, le moment opportun, sortiront de leur maison et feront tomber le gouvernement républicain. Donc la 5e colonne, c'est simplement les collaborateurs secrets de l'adversaire. Bien. Alors on a échoué sur Madrid, mais Mola va essayer de prendre sa revanche quelques mois plus tard, c'est en mars 1937, après qu'une autre victoire eut été remportée par les fascistes à Malaga. Cette fois, on va tenter de couper de Madrid de Valence. Le gouvernement républicain s'était retiré à Valence. Mon Dieu, ça n'est pas dramatique, étant donné le gouvernement français, par exemple, vous le savez bien, en 1934, avant la victoire de la Marne, en 1914, avant la victoire de la Marne, il était allé se réfugier à Bordeaux parce qu'il était plus libre de ses mouvements que dans un Paris menacé. Eh bien, le gouvernement espagnol avait estimé qu'à Madrid, c'était très difficile pour lui de travailler tranquillement. Il est donc allé à Valence. Alors, l'idée de Mola, c'est de couper la route entre Madrid et Valence, de prendre Madrid par l'est, quoi. Et il va se servir de ce que Mussolini lui a envoyé. Il y a environ déjà 20 à 25 000 soldats italiens. Le nom des formations italiennes était flamboyant. Il s'appelait les Lions, les Aigles, Tempête, Ouragan. Et cependant, ce sont précisément ces Italiens qui vont se rendre en masse. Pourquoi? Parce qu'il semble que la plupart de ces soldats italiens s'étaient engagés sans savoir à quoi ils s'engageaient. On les avait recrutés, comme on dit, à la gamelle. C'était des chômeurs, quoi. Et on leur disait, si vous entrez dans l'armée, vous êtes sûr de bien manger. Ces pauvres types s'étaient convaincus qu'on allait les envoyer dans des garnisons tranquilles, en Éthiopie, où il n'y avait plus la guerre, ou en Libye, par exemple. Mais pas du tout, on les envoie au Casse-Pipe. Si bien que quand ils sont là-bas, à Guadalajara, ils se rendent en masse. Si bien que la deuxième offensive de Mola échoue, ce qui ne contrarie pas beaucoup, je crois, notre ami Franco. Et puis, le 26 avril 1937, nous n'en sommes pas encore aux offensives républicaines, ils vont venir en mai. Mais le 26 avril 1937 se produit l'événement que vous savez bien sans savoir la date, Guernica. Une partie de l'aviation de Göring, l'aviation allemande, se jette sur cette malheureuse ville où il n'y a pas d'objectif militaire, et pendant 3 heures, toutes les 10 minutes, des vagues d'avions arrivent, des bombardiers, qui déversent des tonnes de bombes sur cette ville, qui, je crois, en Pays Basque, passe pour une ville sainte. Alors il y aura un nombre incalculable de victimes, de 1600 morts et des quantités de blessés, et c'est la première fois que les Allemands essaient la destruction d'une ville pour la terreur, pour paniquer les gens en disant voilà ce qui peut vous arriver. Si je vous en parle, c'est à propos de 5 articles qui vont paraître
du 6 au 16 mai 1937 dans l'Action française de M. Maurras, et qui sont l'œuvre de notre ami Eddy Boer, le Neuchâtelois dont je vous ai parlé. Eddy Boer est allé sur place, est allé à Guernica. Et comme c'est un historien militaire et lui-même major dans l'armée suisse, il a dit « on ne me trompe pas ». Et je vous cite ce qu'il a écrit, « la cause est entendue, la cause est entendue ». C'est une calomnie de prétendre que c'est un bombardement aérien. J'ai vu les traces des explosions, c'est des explosions qui viennent du sol. Par conséquent, c'est la dynamite qui a explosé, et ce sont les anarchistes, venus de Barcelone d'ailleurs, qui veulent se venger de ces catholiques du Pays Basque. C'est monstrueux de raconter cette histoire. Eh bien, ça a été tellement utile à la propagande d'extrême droite en France que vous voyez, il y aura 5 articles dans l'Action française pour répéter l'abominable mensonge de ce monsieur qui dit « je suis allé sur place et j'ai vu que ce n'est pas un bombardement allemand, mais que ce sont les anarchistes espagnols qui ont fait ça contre les catholiques basques ». Tout de même, voilà les pauvres républicains qui peuvent attaquer. Alors en mai 37, c'est sur Huesca, en juillet 37, c'est sur Brunete, en août 37, c'est sur Saragosse, échec partout. Cette nouvelle armée, bon, est assez gonflée, elle commence à obtenir du succès parce qu'elle se lance avec un grand courage, mais la puissance de feu supérieure de l'armée franquiste fait que chaque fois ils sont obligés de reculer. Franco avance. En juin 37, il a pris Bilbao, et Bilbao, attention, c'est la sidérurgie. En août, il va prendre Santander, et en octobre, Gigon, c'est-à-dire Riron, vous savez, et Riron, il y avait également beaucoup d'industries. Or, Staline, ça c'est nouveau ce que je vais vous dire là, on ne le sait pas assez, à la fin de l'année 37, a décidé de ne plus soutenir les républicains espagnols, dès la fin de l'année 37. Il va retirer ses tanquistes, il va rappeler Rosenberg et Ovseyenko, qui du reste vont disparaître, il va les faire fusiller. Une grande partie des officiers russes qui avaient combattu pour les républicains seront rappelés, et lui-même, Staline, poussera à ce que les brigades internationales, à la constitution desquelles il n'y avait pas été étranger, quittent le sol espagnol. Qu'est-ce qui se passe donc? Il se passe ceci, qu'Hitler n'a plus confiance dans les anglo-français. Et je comprends qu'il ait perdu confiance, étant donné qu'il avait vu que les anglo-français ne bougeaient pas devant les gestes offensifs d'Hitler. Vous savez sans doute qu'Hitler, le 7 mars 1936, avait procédé à la remilitarisation de la rive gauche du Rhin, alors qu'il s'était engagé, enfin le gouvernement précédent s'est engagé à ne pas le faire, et Staline s'était aperçu avec effroi que du côté de l'Angleterre, avec Chamberlain, qui était déjà au pouvoir, on considérait que le communisme était infiniment plus dangereux que le nazisme. Donc Staline se dit, je me suis engagé avec confiance dans une affaire où je suis roulé, et il a raison de se méfier, étant donné que le gouvernement français, par la politique de M. Bonnet, ministre des Affaires étrangères, va faire cette chose stupéfiante et monstrueuse, après Munich, d'inviter, peut-être que vous ne le savez pas, d'inviter Ribbentrop, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères de Hitler, à Paris. On lui fera une réception enthousiaste, et on sait parfaitement ce que Bonnet avait dit à Ribbentrop. Il lui avait dit, vous allez régler le sort de la Tchécoslovaquie comme vous voudrez. Nous, les Français, nous nous intéressons de ce qui se passe à l'Est. Vous avez les mains libres. Et en particulier, si jamais une guerre éclate entre la Russie et vous-même, nous en serons parfaitement satisfaits. Donc, Staline s'aperçoit qu'il est roulé par les Anglo-Français. Les Anglo-Français préfèrent de beaucoup une victoire de Staline, une victoire d'Hitler, plutôt qu'une chance donnée à Staline. Alors il retire ses billes. Et Ilya Ehrenburg aura bien soin de ne pas publier dans son livre dont je viens de vous parler, ce livre qui s'appelait La nuit tombe, de ne pas publier un article de lui que j'ai trouvé dans un des ouvrages que j'ai étudié, du 17 juin 38. 17 juin 38, il tente aux patriotes espagnols la main de la réconciliation. Donc un émissaire de Staline commence à ce moment-là à dire « Nous pouvons très bien nous entendre avec Franco ». Pourquoi? Parce que le jeu de Staline est maintenant de s'appuyer sur Hitler, d'obtenir d'Hitler des avantages, et que pour ne pas contrarier Hitler, il ne faut plus envoyer des soldats du côté des républicains espagnols. C'est ce que Jesus Hernandez appellera la grande trahison. Jesus Hernandez, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le ministre communiste de l'éducation nationale. Eh bien, en 1952, tardivement, c'est vrai, Hernandez publiera un livre très violent pour dire la grande trahison. Si nous avons été vaincus, c'est parce que Staline n'a pas tenu ses engagements. Alors à partir de là, vous savez, à partir de la fin de 1937, c'est à peu près fini. Franco va pouvoir se lancer, il va se lancer à fond contre la Catalogne. Le 5 avril 1938, il prend Lérida, et le 15 avril 1938, date terrible, ce 15 avril 1938, les troupes de Franco vont arriver sur la Méditerranée. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous voyez bien ce que je veux dire. Toute la partie est de l'Espagne est encore républicaine. Vous aviez au sud la province dite du Levant, équivalente. Vous aviez au nord Barcelone, et au centre,
vous aviez tout à coup cette coupure. Franco était arrivé à Vinaros, qui est sur la Méditerranée, par conséquent la triste Espagne républicaine était de lors coupée en deux. Elle était pratiquement perdue. En octobre, les brigades sont retirées. Le 16 janvier, la chute de Tarragone, et le 26 janvier 39, la chute de Barcelone, dans des conditions qui ne rappellent certainement pas la résistance de Madrid. Les gens de Barcelone souffraient de la faim, et je crois pouvoir vous dire, sans exagérer, qu'ils vont accueillir les troupes de Franco comme, non pas des libérateurs, mais comme des nourriciers, parce que Franco arrive avec de la nourriture, arrive avec des pains, arrive avec du riz, et que ces troupes vont se faire, à Barcelone, vous vous rendez compte, à Barcelone, acclamer. Avant de finir, j'ai un certain nombre de petites choses précises à vous dire, vous apporter ma conclusion. Que je vous parle de cas particuliers, le cas Marty par exemple. Marty était l'homme chargé des brigades, comme vous savez, il était Albacete, je ne sais pas comment il faut prononcer, et une légende sanglante est sur lui, le boucher d'Albacete. Il y a 2 livres qui en sont responsables, un livre allemand, dont la traduction française est L'oreille de Malchus, Gustav Regler, et le livre de Hemingway, où Marty apparaît sous les traits d'André Massard. Et dans un livre comme dans l'autre, il est représenté comme un homme faisant massacrer ses brigadiers parce qu'il est hanté par des soupçons permanents, parce qu'il voit des espions partout. Le livre qu'il faut lire sur les brigades internationales est celui de Jacques Delpéry, P.E. de Zérieux, de Baillac, qui est un livre extrêmement bien fait et qu'on peut appeler, c'est rare, objectif. Eh bien, j'ai regardé dans ce livre que j'ai lu ligne à ligne ce qui est dit de Marty. Dit l'enquête que j'ai pu mener, dit ce monsieur Delpéry de Baillac, m'a conduit à penser qu'il y a une exagération énorme sur le rôle cruel de Marty. Ça m'intéresse parce que j'ai connu Marty, je l'ai vu, je lui ai parlé. J'ai une très mauvaise impression, c'est un homme qui avait des yeux à fleur de tête, qui avait un regard terne, qui accentuait, je crois, exprès ses allures de vulgarité, qui parlait le ventre en avant et les mains dans ses poches, qui avait des moustaches tombantes, enfin qui donnait une impression de vulgarité calculée. Je dois vous dire que c'était un homme triste. Il était venu en Espagne avec une amie à lui, qui s'appelait Pauline. Elle va le trahir pour un officier républicain, il la change contre une Raymonde, il le trahit aussi pour un autre officier républicain. Enfin, il n'y a pas de veine. Ce malheureux Marty va être ensuite dénoncé par Staline, vous savez, comme un flic, qui sera chassé ignominieusement du parti français, parti communiste français, et il va mourir dans une véritable détresse morale. Voilà le cas Marty. Malraux, personnage ambigu. Je voudrais appeler votre attention sur un fait très important. Quelle date l'espoir? Vous l'avez lu, c'est un très beau livre, 37. 37, la guerre est en pleine activité, quoi. Ben, il n'est déjà plus là. Malraux est un homme qui me donne l'impression d'être au risque de sa vie, car c'est un aventurier qui risquait beaucoup. Allez voir ce qui se passait en Espagne, prendre des risques, puisqu'il est dans les cas de l'escadrille qu'il a formé avec des mercenaires extrêmement payés, surpayés même. Ce ne sont pas des gens qui se sont engagés comme les gens des brigades par idéalisme, non, c'est par intérêt. Et une fois qu'il a eu les éléments de son livre, ben, il est parti. En 37, où est-il? Ben, il est en Amérique. Comme si c'était une aventure personnelle qu'il avait jouée en Espagne, mais le sort des républicains lui paraissait, me semble-t-il, peu intéressant, puisqu'il va rapidement les quitter. Que faut-il penser de Dolores Ibarruri? Eh bien, elle est très attaquée par El Campesino dans ses souvenirs. Il semble en effet qu'elle était vulnérable en ce sens qu'elle était l'épouse d'un nommé Diaz, mineur des Asturies, qu'elle avait troqué son mari contre un garçon de 20 ans plus jeune qu'elle avait fait nommer commissaire pour qu'il ne soit jamais exposé, que quand il se réfugiera là-bas en Russie, son mari travaillera comme manœuvre dans une usine de Rostov, et le fils qu'elle avait eu de son mari, qui s'appelait donc Diaz, sera un soldat de l'armée rouge, mais elle vivra toujours avec son Anton. Vous me direz que ça ne regarde personne puisque c'est la vie personnelle. Enfin, j'ai peur que Dolores Ibarruri soit surtout un gosier. Durruti, dont je vous ai parlé tout à l'heure à cause du livre d'Abel Paz. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une sympathie émue pour ce Durruti. Si vous regardez les documents iconographiques, vous voyez un très grand bonhomme qui avait près de 2 mètres de haut, qui avait de fortes pommettes, qui avait des yeux un petit peu bridés, qui avait une tête de Maure, une tête d'Africain, qui avait un sourire absolument éblouissant, qui avait une vie qui ressemblait à un roman. Il avait été condamné 3 fois à mort, 3 fois il s'était évadé. Un homme qui, en tant qu'anarchiste, avait été expulsé de 8 pays, y compris l'URSS. Un homme qui avait peut-être sur lui, c'est bien possible, l'assassinat de l'archevêque de Saragosse. Un homme qui avait fait un hold-up terrible, puisqu'il s'était emparé du trésor de Riron, la ville de Riron, où avec quelques camarades, il avait fait un coup, quoi, pour prendre cet argent au profit du parti communiste, du parti anarchiste.
Mais au moment où la guerre éclate, il décide, je renonce à tout, dit-il, sauf à la victoire. Alors cet anarchiste accepte de se mettre sous les ordres des communistes, les ordres du Contreras, du 5e régiment, amène ses 1600 volontaires dont je l'ai parlé, et avant de vous donner le détail de sa mort, je vais vous dire ceci, qui est raconté par un témoin. Il avait une amie, enfin sa femme, Émilienne Morin, c'était une Française, pas mariée, mais enfin il l'aimait beaucoup, et ils avaient une petite fille qui s'appelait Clémence. Et il aimait sa femme, et sa femme l'aimait aussi. Elle était à Barcelone. Et quand il décide de se battre à Madrid, elle lui téléphone plusieurs fois pour avoir des nouvelles. Et une fois, nous sommes dans la veille de sa mort, l'avant-veille de sa mort, dans la université, la cité universitaire dont je parlais tout à l'heure, on vient chercher Doulouti, qui était là en plein combat, on lui dit, on vous appelle au téléphone. Alors, le garçon qui était avec lui racontera la chose, il va au téléphone, croyant que c'est un ordre qui lui vient, c'était son ami, enfin, qui lui téléphonait, Émilienne Morin. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors elle dit, mais non, je voudrais savoir comment tu vas. Et il dit merde, simplement, et il raccroche. Et après avoir fait ça, il regarde son ami, puis il lui dit, tu vois la guerre, hein, on devient chacal, dit-il. Ben, c'est le surlendemain qui va être tué, et dans les conditions que les anarchistes essayent de dissimuler aujourd'hui, mais je crois qu'elles sont établies. Ces anarchistes qu'il avait suivis étaient toujours dans l'idée qu'ils faisaient la guerre parce qu'elle leur plaisait, mais qu'à chaque instant, ils pouvaient déserter s'il n'avait plus envie de se battre. Avant tout, indiscipline. Et je crois, il semble, qu'il avait justement engueulé, très violemment, un milicien qui avait l'air de vouloir partir, et que ce milicien l'a descendu. C'est donc vraisemblablement un de ces hommes qui l'a tué. Il y aura 200 000 personnes aux funérailles de Urruti à Barcelone parce qu'il était entouré d'une espèce de légende que je finis par comprendre. Que je vous parle aussi de cette épouvantable haine de l'Église catholique qui s'est développée là-bas. Toutes les fois qu'il y avait un mouvement républicain, un mouvement de révolte, un mouvement populaire, toutes les fois c'était l'Église qui écopait la première. En 1909, lorsqu'il y a eu l'histoire de Francisco Ferrer, vous savez peut-être un anarchiste qui avait protesté contre des troupes qu'on voulait envoyer, troupes espagnoles qu'on voulait envoyer au Maroc, combien d'églises? J'avais noté ça. 48 églises avaient déjà été incendiées en 1909. En 1931, plusieurs églises, et en 1936, alors plusieurs, 200 ou 210, y compris avec des massacres de religieuses. Il y a une phrase terrible qui est dans le livre de Ilya Ehrenburg, qui prétend l'avoir entendue plusieurs fois dans des villages, où il demandait aux gens, mais quels sont vos ennemis? Alors chaque fois, la hiérarchie était la même. D'abord le curé, ensuite l'officier, et ensuite le propriétaire. D'abord le curé. On prétendra, l'Osservatore Romano dira qu'il y a eu 16 500 prêtres et religieuses tués. C'est pas vrai. On connaît le chiffre officiel, 7 937. C'est pas mal quand même, il faut le faire comme on dit. 7 937 prêtres ou religieuses qui ont été assassinés. J'essaye de comprendre, et je comprends mal, sinon que je puis vous dire ceci. C'est le Vatican qui, en tant qu'État, il paraît que c'est un État aussi, a été le 3e État à reconnaître le gouvernement de Franco. Il y a eu naturellement Mussolini, puis Hitler, puis le pape. Lorsque Franco a gagné, en avril 1939, Pie XII lui envoie un télégramme que voici. Élevant notre âme vers Dieu, nous le remercions avec votre Excellence pour la victoire de l'Espagne catholique. Or, un catholique espagnol qui s'appelait Bergamine a à ce moment-là écrit ce qui suit. L'Espagne catholique, je ne l'ai jamais vue. J'ai vu des rites et un désert. L'Église espagnole n'est pas hérétique, elle est simoniaque. Elle a vendu son Dieu pour les avantages du pouvoir. Alors avant de passer à autre chose, j'aimerais bien vous dire une phrase que j'ai peut-être prononcée ici et que je suis obligé de me surveiller pour la prononcer tranquillement, qui est une phrase de Bernanos, c'est que voici, être devenu la bête noire des hommes libres et des pauvres, avec un programme comme celui de l'Évangile, il convenait qu'il y a de quoi rigoler. Que je vous dise la fin maintenant, la fin était affreuse. Dès que Barcelone s'est rendu, les Espagnols s'enfuient parce qu'ils ont peur de Franco. Vous savez que à ce moment-là, c'est le printemps, les Pyrénées sont couvertes de neige, et des femmes, des gosses, des vieillards vont essayer de se réfugier en France. Bon, on les accepte, mais vous savez peut-être qu'on les enferme dans 2 camps, à Saint-Cyprien, oui c'est ça, et à Argelès, des camps qui seront entourés de barbelés, qui sont gardés par des Sénégalais, et sans la moindre installation sanitaire, si bien que des quantités d'enfants vont mourir. Il faut savoir qu'il y aura une bataille dans Madrid avant que Franco n'y entre, et qu'il y ait une bataille entre républicains. Un certain colonel Casado a essayé de négocier la capitulation qui était fatale, afin d'obtenir tout de même qu'il n'y aurait pas trop de représailles. Franco ne veut s'engager à rien,
Casado est attaqué par des républicains, par des communistes surtout, 1 millier de morts encore. Je dois vous dire avec chagrin, mais c'est comme ça, quoi, que tous ceux qui avaient été importants dans la guerre s'en tireront. Azaña, qui est président de la République, va se réfugier à Annemasse. Pourquoi Annemasse? Peut-être pour être tout près du gouvernement de la Suisse au cas où. Hein. Marty, dès le 7 février, est passé en France. Hein. Tous ceux qui avaient une responsabilité, de la Récibarouri, hein, à la Pastonaria, Togliatti et Hernandez eux-mêmes arriveront à passer en Afrique du Nord, alors que les malheureux soldats républicains qu'on a groupés à Carthagène attendent des bateaux qui ne viendront pas les sauver, tandis que ceux qui ont de l'argent peuvent louer des petits bateaux et passer sur la côte africaine. Si bien que dans cette histoire où les horreurs sont partagées, où Hemingway, qui pour les républicains nous racontera, vous l'avez peut-être lu, l'horrible histoire du massacre d'un prêtre et des fascistes d'un village, où les républicains les font passer entre une haie de paysans qui les matraquent avec des fléaux, et où de l'autre côté les Riquetes, ça c'est les soldats royalistes d'Aragon, qui portent un Sacré-Cœur sur la poitrine qui les protégeait des balles. Les prisonniers, ils leur coupaient à la hache les bras et les jambes. Je crois pouvoir vous dire que les horreurs ont été partagées. Mais je veux terminer par un hommage aux gens des brigades. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'était que les gens de brigade internationale? C'était des gens qu'on faisait passer pour communistes alors que beaucoup ne l'étaient pas. Simplement des gens qui étaient horrifiés par ce qui se passait en Espagne, qui espéraient en la République, qui espéraient en la liberté, en un peu de justice. Simone Veil, pas le ministre, Simone Veil, l'autre Simone Veil, qui est morte en 1942, dira, puisque le gouvernement français ne voulait pas donner de canon, alors des soldats offraient leur poitrine. C'est des gens qui se sont engagés pour de bon, vous comprenez, hein? Le Parti communiste français disait tous à la Bastille pour vaincre le fascisme. Ça, c'est des vociférations. Tandis que ceux qui s'engageaient pour de bon, et ça me touche parce que j'ai été apparenté à un de ces révolutionnaires qui ont été tués à Guadalajara, c'était des gens qui offraient leur vie pour leur idéal. Vous me direz à quoi ça a servi, puisqu'après nous avons vu tant de misère et tant de massacres. Vous savez, je voudrais terminer par une phrase que vous connaissez peut-être, ou peut-être pas, parce que c'est une phrase des pensées de Pascal qui est si peu répétée, mais la voici. Toute la mer monte pour une pierre qu'on y jette.